Ces questionnements, mais écoutez, on compte bien les avoir en introduction avec M. Vernant, avec M. Lionel Larquet aussi, qui est de Sciences citoyennes, qui ont leur point de vue. Monsieur Vernant, je vous donne la parole. Alors, la table ronde, comme vous l'avez vu, est très chargée. Si on peut essayer de respecter les temps, c'est-à-dire 7 à 10 minutes, pour essayer de laisser de la place au débat, ça serait vraiment super. Ce matin, les intervenants ont vraiment bien joué le jeu. Merci. Merci, madame. Permettez-moi d'abord 2 remarques liminaires. La première, pour avoir une pensée pour mes collègues enseignants-chercheurs de l'Université Pierre-Mendès France et nos étudiants qui, à l'heure actuelle, luttent depuis plus d'1 mois et demi et à l'heure présente où je parle sont en Assemblée générale. La seconde, c'est pour vous dire que je souhaite être le plus bref possible. Ce faisant, je serai délibérément schématique. Mais tout ce que je vais dire s'appuie sur une expérience de terrain menée à Grenoble. Alors j'ai oublié de vous dire qu'on a fait, le libraire nous a donné des petites résumés qu'on a disposés sur les tables. Je vais vous parler très rapidement des nanotechnologies, des enjeux épistémologiques et sociétaux. Je veux dire que ce travail, en fait, reprend schématiquement un travail qu'on a construit dans le cadre du cluster 14 de la région avec mes étudiants et mes collègues de notre laboratoire. Donc, les nanotechnologies, une révolution scientifique et technique analogue à l'invention de l'atome et constituant un réel progrès pour l'humanité. Voilà ce que je propose d'interroger rapidement. Une révolution scientifique et technique. On qualifiera les nanotechnologies comme une manipulation d'objets de niveau nanométrique par une méthode inverse impliquant une convergence entre nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Du moins, est-ce une définition rapide. Mais comme on l'a vu ce matin, cette révolution scientifique et technique doit être interrogée pour être validée. C'est-à-dire qu'elle exige la nécessité d'une étude épistémologique précise pour distinguer mythe et réalité du phénomène, réexaminer les relations entre recherche fondamentale et appliquée, et en particulier, on l'a vu ce matin, entre les nanosciences et les nanotechnologies. Et enfin, réévaluer le concept de révolution scientifique qu'on l'on doit à Thomas Kuhn. Autrement dit, il n'est pas certain qu'il y ait révolution scientifique en un certain sens, et on l'a vu ce matin, la définition des nanotechnologies, des nano-objets est extrêmement complexe. Donc ça, c'était le premier point, nécessité d'une étude épistémologique sérieuse. Et à ma connaissance, il y a peu de crédit dans le domaine. Deuxième question, est-ce que cette prétendue révolution scientifique et technique est analogue à la première révolution qui a ouvert le siècle précédent, c'est-à-dire l'invention de l'atome? Alors il y a des choses qui peuvent paraître à la surface semblables. Par exemple, l'innovation scientifique provoque des peurs inconsidérées, comme l'automobile, l'électricité et l'atome. Et on peut considérer que la révolution nanométrique est du même ordre que celle de l'atome. L'idée que je développerai rapidement devant vous, c'est qu'en fait, il existe une différence majeure dans la nature du complexe scientifico-technique qui est créé par, disons, les nanotechnologies. Et que, à la différence du projet Manhattan que vous connaissez tous, on a affaire à un dispositif nouveau de nature rhizomatique. Alors, le projet Manhattan, je rappelle, vous le connaissez bien, il a été dirigé par un général et par un physicien. Il a engagé plus de 130 000 personnes et 2 milliards de dollars de l'époque. Mais c'était un programme centralisé, planifié, politiquement contrôlé, et qui donna naissance à ce qu'on a appelé ensuite le complexe militaro-industriel. Comme tel, il était identifiable facilement, il a fait l'objet de critiques. Après, évidemment, les explosions du 6 août et du 9 août, en particulier, vous avez l'appel Russell-Einstein, et qui est à l'origine de la conférence de Pugwash, qui a débouché sur le traité de non-prolifération nucléaire. Bon,
Ça, vous le savez tous. Est-ce que le dispositif des nanotechnologies est semblable? À mon sens, non. Les nanosciences sont issues de l'invention de l'informatique, des développements de la physique nucléaire et quantique, mais ces inventions scientifiques de nature fondamentale et évidemment importante ont donné naissance assez rapidement à un dispositif inédit de nature rhizomatique qui associe des acteurs aux intérêts et finalités différents, qui produit une dilution des décisions, qui crée une opacité des informations et qui multiplie les conséquences sociétales. Alors, je reprends quelques-uns de ces points, mais je suppose que vous le connaissez et je pourrais donner des exemples grenoblois, mais on n'a pas le temps, fort heureusement d'ailleurs. Alors, la diversité des acteurs, c'est les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens, les industriels, par exemple en microélectronique, on l'a vu ce matin, les commerciaux, les militaires, on n'a pas parlé beaucoup ce matin, les politiques et, quelque chose de nouveau et très important, les médias. Ça produit quoi? Ça produit une confusion des domaines et une collusion objective, même si elle n'est pas voulue, des acteurs. Et là, c'est volontairement que vous n'avez pas mis la société? Attendez. Bon, ensuite, il se produit une dilution des décisions, avec une absence de planification de contrôle centralisé, un mélange des institutions publiques et privées avec création de structurations mixtes, ça on l'a évoqué ce matin, mais c'est un point très 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 important. Et un croisement des niveaux local et régional avec la territorialisation de l'économie, mais nationale et internationale avec la bien nommée, si j'ose dire, mondialisation. Donc, en fait, se produit à tous les niveaux une dilution des décisions et ce me semble une subordination de la décision politique. Alors, à cela s'ajoute un déficit d'information, c'est-à-dire un manque de formation scientifique et d'information du citoyen, des stratégies d'acceptabilité a posteriori, post festum, des décisions par une multiplication de débats et de forums ex post. Alors, je prends des exemples grenoblois. Si vous voulez, je peux les développer. On les a étudiés en détail. Vous avez eu Sciences et démocratie en 2005, débat de Nanovivre en 2006, Forum Libération en 2007, Forum Libération en 2008, Sciences et démocratie en 2008. Alors, outre le fait que ces débats apparaissent post festum, ils s'appuient sur une idéologie du consensus, dont on peut voir un exemple que j'ai étudié de près et que j'ai argumenté chez notre collègue allemand, Jürgen Habermas, l'éthique de la discussion. Alors, je ne peux pas développer, mais j'ai des articles sur ce point. Les conséquences sociétales en sont multiples, c'est-à-dire la production de nanomatériaux inédits qui posent des problèmes écologiques, la possibilité d'intervention biologique en médecine augmentée qui pose des problèmes d'éthique appliquée, avec par exemple la mythologie du transhumanisme, qui est loin d'être claire, et sur laquelle on a à s'interroger, en particulier à examiner ses racines. Et puis aussi, quelque chose qui, je crois, est important du point de vue sociétal, c'est l'usage des RFID dans une société de contrôle. Alors le problème, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des nanos, beaucoup, un peu, beaucoup, dans les RFID. C'est le fait qu'on s'oriente dans une société de contrôle, qu'il y a une liaison entre les deux. Je vous rappelle qu'en France, le fichier d'ADN est celui qui contient le plus de fiches au monde. Je vous rappelle qu'en France, c'est le pays où on vient de ficher les écoliers. Alors, tout cela, ça produit une idéologie du progrès scientifique dans une société de consommation médiatiquement dirigée. Et c'est là que vous retrouvez les médias. Évidemment, il y a un rapport étroit entre tous ces aspects. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que cette structuration rhizomatique du dispositif scientifico-technique actuel peut conduire à rendre inéluctable le principe de Denis Gabor, tout ce qui est possible se réalise nécessairement. Alors, je pose des questions, je n'y répondrai pas, mais comme je suis de l'Université Pierre Mendès France, permettez-moi, dans cette enceinte démocratique, de vous rappeler un mot de Pierre Mendès France quand il s'est adressé aux étudiants en 1961. Que le pouvoir soit délégué pendant 5 ans
à des hommes non contrôlés, même s'ils ont été librement élus. Ce n'est pas encore la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose qui doit se manifester de façon permanente, par la persistance de la pression du peuple, par l'action des citoyens toujours vigilants et exigeants pour que leurs décisions soient respectées, et d'autre part, sur un autre plan, par les réformes institutionnelles qui doivent permettre à ces pressions de s'exercer, de se faire jour, où se prennent les décisions et là où s'exercent ces contrôles. Merci. Eh bien là, je crois que le problème est posé, sans complaisance. Merci bien, oui, on peut vous applaudir, Monsieur Vernant, d'avoir dressé les questions, les principales questions.